Jusqu'à quand vas-tu laisser que ton esprit te sabote? Jusqu'à quand vas-tu laisser ton esprit te saboter? Combien d'occasions vas-tu laisser passer à cause de la peur, de la douleur ou de la détresse mentale? Il ne s'agit pas d'une vidéo de plus, mais d'un appel urgent à se réveiller. Car si vous ne formez pas votre esprit, le monde le formera pour vous, et il le fera avec la peur, la distraction, le bruit et le conformisme. Ici, vous apprendrez à prendre le contrôle, à briser vos limites intérieures et à transformer votre approche en une arme imparable. Vous n'êtes pas né pour être l'esclave de vos pensées, vous êtes né pour les diriger. Si vous êtes prêt à cesser de réagir et à commencer à gérer votre vie, restez, car ce qui s'en vient peut vous transformer à jamais. Avant de commencer cette vidéo, je veux que vous voyiez quelque chose de très puissant. Regarde les commentaires et écris cette phrase. J'entraîne ma tête, je suis stoïque. Écrivez-la avec intention, avec détermination, comme un engagement envers vous-même. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un ordre direct à votre subconscient. Chaque mot que vous répétez avec conscience reprogramme votre esprit de l'intérieur. Grave-la, soulève cette idée, car aujourd'hui, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici pour commencer à maîtriser votre vie de raison, votre mentalité. Donc, écris maintenant. J'entraîne ma tête, je suis stoïque. Et que cette phrase t'accompagne à chaque pas vers sa meilleure version. L'enseignement premier. L'expérience humaine se compose de sensations, perceptions, sentiments, pensées et comportements. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous réagissez comme vous le faites dans certaines situations? Pourquoi avez-vous parfois l'impression de ne pas avoir le contrôle, même si vous pensez prendre des décisions conscientes? Aujourd'hui, vous découvrirez qu'il ne s'agit pas seulement de vos pensées. Vous n'êtes pas seulement vos émotions. Vous êtes une symphonie de sensations, de perceptions, de sentiments, de pensées et de comportements. Comprendre le fonctionnement de ce système peut changer complètement votre rapport au monde et à vous-même. Votre corps est le premier destinataire de l'expérience. Avant qu'une chose ne devienne une pensée ou une émotion, elle apparaît comme une sensation, un changement de température, une pression dans l'air, un bruit non atténué. C'est la dimension la plus primitive et la plus directe de l'expérience humaine. Mais la plupart des gens ignorent ces signes. Et en les ignorant, ils ratent l'occasion d'intervenir à temps dans leur propre réponse émotionnelle. Cette pression dans le cou que vous avez laissé passer sans y prêter attention peut devenir plus tard une anxiété, un ennui ou une explosion de frustration. Vient ensuite la perception. C'est ici que votre esprit sélectionne les stimuli sensoriels qui méritent votre approche. Et il le fait souvent de manière automatique. Si vous avez l'habitude de vous concentrer sur le négatif, votre perception filtre tout le reste et amplifie le mauvais. Si vous entraînez votre perception, vous pouvez commencer à voir plus d'opportunités, plus de beauté, plus de nuances. Cette phase est comme un éditeur qui décide quelle partie de la réalité entre dans votre conscience. Et ce qui entre est ce qui peut vous transformer. Après en avoir fait l'expérience, vous vous reposez. Vos émotions sont le pont entre ce que vous ressentez et ce que votre corps interprète comme une menace ou une sécurité. Mais si vous ne faites pas la différence entre une émotion réelle et une réaction conditionnée, vous finissez par vivre en mode réactif. La plupart des gens ne ressentent pas en conscience. Ils se contentent de réagir. Et cela vous rend vulnérable. Mais lorsque vous apprenez à observer une émotion sans vous identifier à elle, vous commencez à vous libérer. Il ne s'agit pas de supprimer, mais de comprendre. Ressentir sans tomber. Ressentir sans être attiré. Et puis, les pensées apparaissent. Certaines sont automatiques, d'autres libres. Certaines sont le fruit de votre histoire, d'autres de vos aspirations. Mais toutes sont profondément influencées par les sensations, les perceptions et les sentiments qui ont déjà traversé votre système. Vous en rendez-vous compte? La pensée n'est pas le commencement. Elle est le résultat d'une chaîne qui a commencé très tard. En effet, si vous essayez seulement de contrôler vos pensées, sans avoir essayé de contrôler votre corps ou vos émotions, vous commencez à la fin.
et cela ne marche pas. Enfin, on arrive au comportement. Ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous choisissez ou décidez d'éviter. C'est le point visible de toute cette chaîne invisible. Lorsque vous agissez de manière impulsive, vous n'agissez pas vraiment. On réagit. Mais lorsque vous agissez à partir de l'observation consciente de chaque phase, de la sensation à la pensée, alors vous êtes en contrôle. Vous êtes alors libre. Parce que vous ne répétez pas un schéma automatique, vous choisissez. Comment accéder à ce niveau de conscience? Par la pleine attention. Il ne s'agit pas de méditer 1 heure par jour. Il s'agit de remarquer votre respiration lorsque vous parlez à quelqu'un, d'observer la réaction de ton corps quand tu reçois une critique, de remarquer les pensées qui apparaissent lorsque vous êtes seul et en silence. Ce type d'entraînement ne se fait pas dans les retraites spirituelles, il se fait dans la vie réelle, ici, maintenant, pendant que tu écoutes ça. Parce que chaque moment est une occasion de remarquer une partie du processus qui est passé inaperçu auparavant. Le plus puissant dans tout cela, c'est qu'il n'est pas nécessaire de tout changer en même temps. Il suffit de commencer par remarquer une sensation avant d'agir, ou de prendre conscience d'une pensée automatique avant de laisser passer sa journée. Chaque petit moment de prise de conscience interrompt le pilote automatique. Et chaque interruption est une conquête. C'est ainsi que l'on commence à transformer son esprit intérieur. Depuis l'éthicisme, l'épicurien nous le rappelle. Ce ne sont pas les faits qui nous dérangent, mais le jeu que nous en faisons. Ce jeu se forme après tout ce processus interne. C'est pourquoi le connaître vous donne le pouvoir. Maintenant, je vous le demande. Êtes-vous prêt à cesser de vivre en mode réactif? Êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de votre esprit, de vos émotions et de vos décisions? Car si c'est le cas, c'est peut-être aujourd'hui que vous commencerez à observer avec plus de clarté, à ressentir avec plus de conscience et à agir avec plus de liberté. Leçon numéro 2. Sortez de la passivité et choisissez votre chemin avec décision. Combien de temps allez-vous attendre que les choses changent d'elles-mêmes? Combien de matins te réveilleras-tu avec le même sentiment de chaos, sans clarté, sans chemin? Laissez-moi vous dire quelque chose avec force et sans hésitation. Personne ne va venir te chercher. Personne ne va ordonner ta vie pour toi. Et plus tôt tu l'acceptes, plus tôt tu vas récupérer ton pouvoir. Parce que tout commence quand tu décides de t'en occuper. Pas demain, pas quand tu auras plus de temps. Maintenant, ne confonds pas la fatigue avec le destin. Parfois, tu n'es pas perdu, tu n'es que désorganisé. Your mind is saturated because your environment is saturated. Ton pouvoir est faible parce que tes priorités sont mélancoliques. Tes émotions sont révoltées parce que chaque partie de ta vie t'appelle à grandir pour que tu prennes le contrôle. Et tu le sais. Tu sais exactement ce que tu es en retard. Tu sais quelles choses te restent, quelles habitudes te sabotent, quelles relations te consomment. Mais tant que tu ne les ordonnes pas, tu ressentiras que tout te pèse plus que ce que tu devrais. Le trouble n'est pas seulement un problème esthétique, c'est un miroir. Réfléchis à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Si ton chambre est un chaos, ta tête l'est aussi. Si vos finances sont chancelantes, vous fuirez certainement les responsabilités. Si vos relations sont tendues, vous n'avez probablement pas de limites claires. Il ne s'agit pas d'être parfait. C'est une question d'être intentionnel, de ne plus vivre en réaction et de commencer à vivre en dirigeant. Brian Tracy l'a dit clairement. La clé de l'échec, c'est l'ordre. Et il ne s'agit pas seulement d'avoir un bon programme. Il s'agit d'une structure interne, d'un mode de vie. Parce que lorsque vous savez ce que vous voulez et que vous le voyez dans des tâches claires, votre cerveau cesse de paniquer. Le stress diminue. Votre énergie se concentre. L'anxiété perd de sa force. Et alors, tu ressens quelque chose que tu ne ressentais pas il y a longtemps. Le contrôle. Pas le contrôle du monde. Le contrôle de toi-même. Le seul qui m'importe vraiment. Mais ce n'est pas magique. C'est une décision quotidienne.
Il faut que tu sois brutalement honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu évites? Que tolérez-vous que vous ne devriez plus tolérer? Quels sont les aspects de votre vie qui échappent à votre contrôle parce que vous avez choisi de détourner le regard? Regardez les choses de face. Faites une liste. Écrivez-le. Vous êtes courageux, car ce n'est que lorsque vous le nommez que vous pouvez le transformer. Et quand tu le transformes, quelque chose d'incroyable se passe. Tu récupères ta dignité. Tu ressens que tu reviens à toi-même. Organiser sa vie n'est pas fatigant. C'est un acte d'amour propre, c'est-à-dire que je mérite de vivre avec Claire. J'ai besoin de pouvoir me dévoiler tout en sachant quoi faire. J'ai besoin d'un environnement qui m'inspire, pas d'un environnement qui m'exaspère. J'ai besoin de relations saines, de routines solides et d'objectifs qui me retiennent. Je réclame la paix, mais pas parce qu'il la donne, me l'a, mais parce que je la construis. Regarde ton calendrier. À quoi tu donnes ton temps? Regarde ta maison. Qu'accumulez-vous qui ne vous représente plus? Regarde ton corps. Que proposez-vous au nom des excuses? Tout parle. Tout te donne des pistes. Et si tu apprends à écouter ces signes, tu deviens plus sage, plus fort, plus libre. Parce que tu n'attends plus que la vie s'accommode. C'est toi qui t'accommodes pour vivre mieux. Depuis l'histoïsme, Sénéca disait « C'est pas qu'on a peu de temps, mais qu'on dépasse beaucoup. La vie est remplie de jours valables, mais nous laissons les partir parce qu'on ne sait pas se faire avec eux. Le désordre n'est pas seulement une question d'espace, c'est une question de vie. Et si tu ne l'arrêtes pas, il t'arrache. Mais si tu l'affrontes, tu te réveilles. Et aujourd'hui, tu es ici, en écoutant ça. Parce qu'il y a quelque chose de toi qui est prêt à agir. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu n'en as seulement besoin de commencer. Commence par organiser un tiroir, une conversation, une pensée. Et tu verras comment le reste s'aligne, parce que l'ordre se contagie. Et quand tu fais de l'espace à l'extérieur, tu le fais aussi à l'intérieur de toi. Fais-toi cette promesse. Pas d'excuses, pas d'attente. Aujourd'hui, tu te fais responsable. Aujourd'hui, tu t'occupes. Aujourd'hui, tu prends le contrôle. Les stress physiques, chimiques et émotionnels déséquilibrent le corps et provoquent des maladies. Votre corps vous parle en permanence, mais la plupart des gens ne le comprennent que lorsqu'ils pleurent. Quand la faiblesse apparaît, quand l'insomnie devient une routine, quand la fatigue fait partie du quotidien, c'est là qu'ils réagissent. Mais tout a commencé bien avant. Tout a commencé quand tu as permis que le stress devienne ton état normal. Et le pire, c'est que vous vous y êtes habitué. Vous avez commencé à croire que le stress fait partie de la vie d'adulte, que la pression, la fatigue et l'anxiété sont des choses insupportables. Mais ce n'est pas le cas. C'est un choix et il peut changer. Le stress n'est pas seulement une émotion, c'est un véritable déséquilibre physique. Lorsque votre corps est en état d'alerte permanent, il active une série de réactions qui vous dépriment silencieusement. Votre corps s'accélère, vos muscles se tendent, votre digestion est interrompue, vos hormones sont perturbées. Et ce, même si tout semble aller bien à l'extérieur. Car le stress le plus destructeur n'est pas toujours celui que l'on crée, mais celui que l'on réprime, celui que l'on gère, celui que l'on attrape en transpirant. Il y a 3 types de stress qui sabotent ta santé: physique, chimique et émotionnel. Le stress physique provient du manque de repos, du surmenage, d'une mauvaise posture, d'un mode de vie sédentaire ou même d'un exercice physique mal géré. Votre corps n'est pas une machine sans fin. Il a besoin de récupérer, de dormir, de bouger consciemment, de respirer profondément. Mais lorsque vous ne le faites pas, il commence à s'effondrer. La faiblesse chronique, les contractions, la fatigue. Des signes clairs que le corps ne peut plus faire face. Le stress chimique provient de ce que vous mangez. Non seulement des aliments ultra transformés, mais aussi des toxines, de l'excès de caféine, de l'alcool, des médicaments mal utilisés et même de l'air pollué ou des substances présentes dans l'environnement.
Chacun de ces facteurs exerce un stress sur le système nerveux. Si le corps doit se défendre contre ce que l'on mange et respire tous les jours, il ne peut pas se maintenir en équilibre. Et lorsque cet équilibre est perdu, la fameuse homéostasie, c'est-à-dire ce qui convient, est une maladie. Mais le plus ignoré, le plus puissant et le plus fréquent est le stress émotionnel. Combien de fois avez-vous dormi 8 heures? Avez-vous bien mangé et êtes-vous toujours fatigué? Parce que le problème n'était pas physique, c'était l'émotion, une discussion insolite, une peur que vous n'avez pas affrontée, une pression interne constante pour vaincre, pour vous faire plaisir, pour ne pas faire d'erreur. Le stress émotionnel n'est pas visible, mais il est ressenti dans chaque cellule. Et si vous ne le gérez pas, tard ou tard, il se répercute sur la facture. Aujourd'hui, la science le confirme. Plus de 80 visites médicales sont liées au stress. Pas à cause de virus, pas à cause d'accidents, mais à cause de notre mode de vie. Nous vivons déconnectés, pressés, sans nous arrêter pour respirer, pour comprendre le corps, pour nettoyer la tête. Ainsi, chaque jour, la normale devient normale, comme ce que l'on ne peut plus faire. Mais ici est la bonne nouvelle. Tu peux commencer à restaurer ton équilibre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de t'enfuir dans l'Himalaya. Il ne suffit pas d'observer quelles habitudes physiques détruisent votre énergie. Que mangez-vous qui vous intoxique plus qu'il ne vous nourrit? Quelles sont vos pensées qui génèrent de l'anxiété? Quelles émotions évitez-vous de ressentir parce que vous avez peur d'écrire? Lorsque vous commencez à répondre à ces questions, tout change. Faites simple, soyez constant. Commencez par construire plus et moins, par prendre plus d'eau et moins d'excuses, par dormir plus et t'inquiéter moins, pour vous permettre d'éprouver plus de ressentiment sans jouer, par parler avec quelqu'un si tu en as besoin, se pardonner d'être fatigué, choisir chaque jour l'équilibre plutôt que le chaos. Dans le stoïcisme, Marc Aurèle a dit « Si quelque chose d'extérieur vous affecte, ce n'est pas ce qui vous perturbe, mais le jeu que vous en faites. Le stress n'est pas dans ce qui arrive, mais dans la façon dont vous l'interprétez. Et si vous changez votre façon de voir, vous changez votre façon de vivre. Votre corps est sage. Il vous donne des indices. Écoutez-le, respectez-le, protégez-le, car c'est le seul endroit où vous pouvez vivre. Enseignement 4. La dépendance aux pensées et aux émotions négatives limite le changement et perpétue la maladie. Avez-vous déjà été pris dans un cycle émotionnel dont vous n'arrivez pas à sortir, même si vous essayez de le combattre de toutes vos forces? Comme si une partie de vous voulait changer, aller de l'avant, mais qu'une autre partie, plus profonde, plus enracinée, vous renvoyait aux mêmes pensées de toujours, aux mêmes pensées, à la même douleur. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'addiction. Oui, comme tu l'entends, une addiction émotionnelle, et la majorité ne sait même pas qu'elle l'a. Ta tête et ton corps ont mémorisé des émotions comme l'anxiété, la tristesse, l'enragement ou la peine. Vous y répondez dans la mesure où elles deviennent familières, confortables, voire nécessaires. Votre système nerveux ne peut plus se reposer en paix, parce qu'il a appris à survivre dans le chaos, et lorsqu'il y a enfin un moment de calme, vous vous sabotez. Pourquoi? Parce que votre esprit, même s'il veut changer, est programmé pour retourner à la souffrance. Pas parce que tu es faible, mais parce qu'elle a appris à se sentir sûre. Les émotions négatives, si l'on y répond suffisamment, deviennent une identité. Vous ne vous sentez plus seulement frustré. Tu penses que tu es quelqu'un de malheureux. Tu n'es plus seulement triste. Tu penses que la vie va toujours te faire mal. Tu ne sens plus seulement l'anxiété. Vous vous définissez comme une personne anxieuse. C'est cette identité qui t'étreint. Parce que tant que vous pensez que vos émotions sont ce que vous êtes, vous ne vous trompez pas. Et si vous ne changez rien, il n'y a pas de transformation possible. Le plus dangereux, c'est que le corps devient dépendant des substances chimiques qui produisent chaque émotion.
Chaque fois que vous pensez à quelque chose de négatif, vous générez un cocktail biochimique que le corps connaît et exige comme une drogue. Ainsi, même si vous voulez être en paix, consciemment ou inconsciemment, vous cherchez des excuses pour vous inquiéter, pour vous battre, pour vous énerver, pour vous remettre de vos traumatismes. Et c'est là que commence la véritable bataille de la déprogrammation. Car le changement n'est pas seulement mental, il est aussi physique et demande de la répétition, de la conscience et de la patience. Sortir de cette dépendance émotionnelle ne consiste pas à penser positivement par la force. Il s'agit de créer de l'espace. L'espace pour observer sans réagir. L'espace nécessaire pour éprouver du ressentiment sans s'identifier. L'espace de se demander si cette pensée que l'on revit est vraiment une tonne ou seulement un habit. Chaque fois que vous choisissez de ne pas nourrir une émotion toxique, vous fermez les yeux. Chaque fois que vous respirez avant de réagir, vous gagnez en puissance. Et petit à petit, ce qui était automatique devient facultatif. Vous savez ce qui est le plus beau? C'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il ne suffit pas d'être constant. Vous pouvez commencer par observer quelles sont les émotions que vous dominez le plus. La culpabilité, la peur, le malheur. Ensuite, chaque fois qu'elles apparaissent, tu ne les rejettes pas. Observe-les. Demande-toi, c'est réel ou c'est un patron? Et là, dans cette pause, le changement est né. Il ne s'agit pas de ne pas le ressentir, mais de ne pas le nourrir. Car le ressentiment est humain. Mais revivre la même souffrance encore et encore, c'est de l'esclavage émotionnel. Faites simple. Consacrez 10 minutes par jour à l'écriture de vos pensées les plus fréquentes. Respirez profondément lorsque vous sentez que vous vous mettez en colère. Pratiquez des affirmations qui vous reprogramment avec de l'amour et non de la culpabilité. Prenez soin de ce que vous consommez. Les conversations, les réseaux sociaux, l'actualité, l'environnement, tout cela nourrit, soigne ou renforce votre addiction. Depuis le stoïcisme, l'épicurien nous le rappelle. Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous en avons. Et bien souvent, cette opinion est déjà contaminée par les émotions que nous n'avons pas libérées. C'est pourquoi élever la conscience, c'est libérer toi. Parce que si vous pouvez l'observer, elle ne vous domine plus. Si on peut l'appeler, on peut la transformer. Et maintenant, je te pose la question. Quelle émotion toxique portez-vous depuis des années? À quelle pensée vous attachez-vous, même si elle vous a détruit? Quelle est l'histoire dont vous vous souvenez et que vous auriez dû laisser derrière vous? C'est peut-être aujourd'hui que vous cessez de vous définir par votre douleur et que vous commencez à vous construire à partir de votre liberté. Enseignement 5. Faites le bien. Même si quelqu'un ne vous regarde pas pour construire votre intégrité. Faites le bien, même si quelqu'un ne vous voit pas. Cela définit votre caractère, cela façonne votre essence. Il décide de votre destin. Il y a des moments où personne ne te regarde, personne ne te félicite, personne ne t'applaudit. Personne ne s'en rend compte de ce que tu fais. Mais c'est là, dans ce moment invisible aux yeux du monde, que se construit l'intégrité. Tu es capable de faire le bien même quand il n'y a pas de prix, pas de caméra, pas de témoin. Parce que cet acte silencieux, solitaire et cohérent avec toi-même est la preuve la plus puissante de ta vraie grandeur. Lorsque vous faites le bien même dans l'obscurité, vous vous transformez en quelque chose de solide. Tu n'agis pas pour l'apparence, tu construis de la raison. La différence entre ceux qui recherchent l'attention et ceux qui se transforment en légende est que ces derniers vivent avec des principes, même lorsqu'ils pourraient les quitter. L'intégrité n'a pas besoin de scène. Elle n'a besoin que d'une conscience. Et c'est là que tout change. Lorsque vous cessez de dépendre de la reconnaissance extérieure et que vous commencez à agir selon votre propre code, le monde commence à vous voir différemment. Votre discours est plus puissant. Votre présence transmet de la sécurité. Vous n'êtes plus épuisé par l'apparence. Vous êtes simplement
Et ça vaut plus que 1000 discours. Tu n'as pas besoin qu'ils te voient pour agir bien. Tu as besoin de te voir toi-même et de te respecter suffisamment pour ne pas te faire erreur. Parce que quand tu n'accomplis pas en secret, c'est toi qui le sais. Et c'est ce qui fait faible ton pouvoir. Mais quand tu restes ferme, même si personne ne le sait, tu renforces ton âme. Tu deviens quelqu'un de confiable, même pour toi, et c'est de l'or pur. Il ne s'agit donc pas de faire semblant devant les autres. Il s'agit d'adopter sa propre conscience. Dire ce que l'on est quand il n'y a pas de pression ou de conséquences visibles. La vraie liberté vient lorsque vous pouvez regarder dans les yeux sans honneur et dire « je fais le bon choix ». Beaucoup de gens veulent être respectés, mais ils ne se construisent pas une réputation. Beaucoup veulent la confiance, mais n'agissent pas de manière cohérente. Le respect ne s'exige pas, il se mérite. Et il se mérite lorsque votre comportement privé est encore plus noble que votre comportement public. Si personne ne peut vous accuser d'avoir 2 poids, 2 mesures, c'est que vous n'avez qu'une seule vérité, la vérité de la vérité. Fais le bon choix dans le petit. Paye ce que tu dois, même s'il ne te paye pas. Exerce ta parole, même si l'autre l'oublie. Dis la vérité, même si cela te coûte. Parce que ces gestes invisibles ajoutent de la force. Chaque fois que vous choisissez la droiture, votre caractère devient plus fort, et cette force vous protège dans la tempête lorsque d'autres tombent. L'intégrité n'est pas un grand acte, c'est une habitude constante. C'est éteindre le téléphone lors d'une conversation importante. C'est aider sans attendre l'évolution. C'est dire non à ce que vous savez vous faire du mal, même si tout le monde le fait. C'est ton échec intérieur, ta raie profonde, la base sur laquelle tu peux construire un empire. Et le plus beau, c'est que pendant que d'autres vivent pendant de l'opinion de l'autre, tu marches léger. Tu n'as pas besoin d'agir, d'aimer ou de te justifier, parce que tu sais qui tu es, et ça suffit. Ta paix intérieure n'est pas dans les mains de personne, parce que tu as pris le contrôle de l'intérieur avec des actes réels, pas des mots beaux. Lorsque vous faites le bien sans que personne ne vous regarde, vous développez une discipline qui ne peut être ignorée. Personne ne doit vous rappeler ce que vous faites, car vous avez déjà pris votre décision. Votre motivation ne dépend pas des prix. Votre énergie ne dépend pas des applaudissements. Vous êtes là pour respecter votre propre code. Et c'est une liberté que peu de gens connaissent. L'intégrité n'est pas populaire, mais elle est inévitable. Elle ne brille pas rapidement, mais elle dure toute une vie. Elle ne vous rend pas viral, mais elle vous rend éternel dans l'esprit de ceux qui vous font confiance. Parce que les gens peuvent oublier ce que tu as dit, mais ils ne vont jamais oublier comment tu as agi, surtout quand personne ne te regardait. D'un point de vue stoïque, l'intégrité est la victoire intérieure la plus importante. Vivre selon la raison et les principes, indépendamment du jugement des autres. Si vous voulez être vraiment fort, commencez par là. Faites ce qu'il faut, pas parce que ça te convient, pas parce qu'il te voit. Faites-le parce que vous êtes le genre de personne qui le fait. C'est là que commence la vraie transformation. Et quand cette habitude vous intéressera, vous serez invincible. Parce que le monde peut changer, mais vous ne changerez pas. Et ça, mon ami, c'est le pouvoir. L'enseignement 6. La vulnérabilité face au changement fait naturellement partie du développement personnel. Avez-vous eu l'impression qu'il était difficile de vous ouvrir? Que montrer ce que vous ressentez ou pensez vous rendrait fragile, exposé, peut-être même ridicule devant les autres? Je comprends. Ce sentiment de vide émotionnel face au jeu extérieur peut être paralysant. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que c'est à cette ouverture que commence la véritable transformation. Car être vulnérable, ce n'est pas être faible. C'est avoir le courage d'être vu tel que l'on est, sans filtre. Nombreux sont ceux qui vivent en se protégeant en permanence. Ils portent des masques, des murs, des excuses, des sarcasmes. Et derrière tout cela, il y a peur. Peur du rejet. Peur de ne pas être suffisamment.
peur d'être jugé. Mais l'ironie, c'est que plus tu te caches, moins tu grandis. Parce que sans vulnérabilité, il n'y a pas d'expansion. Vous ne pouvez pas vraiment changer si vous n'êtes pas prêt à vous sentir concerné, à traverser l'incertitude, à admettre que vous n'avez pas toutes les réponses. Ce qui n'est pas montré n'est pas guéri. Ce qui est refoulé reste au fond de soi. Et cela ne ralentit pas seulement votre évolution, cela bloque aussi votre connexion avec les autres. Parce que les gens ne se connectent pas à votre perfection, ils se connectent à votre vérité, à votre histoire, à vos bénédictions, à vos inquiétudes. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Le reste est artificiel. Et tu n'es pas là pour apparaître fort. Vous êtes là pour construire à partir d'une force réelle, de l'intérieur. Chaque fois que vous apprenez à dire « ça me fait mal »,« ça me fait peur »,« ça me coûte », vous ouvrez une porte. Non seulement pour votre propre détente, mais aussi pour que les autres se reconnaissent en vous. Car lorsque l'un apprend à dire la vérité, l'autre trouve le courage d'en faire autant. C'est ainsi que l'isolement disparaît. C'est ainsi que naît la tribu émotionnelle. C'est ainsi que l'isolement se développe. Il n'est pas nécessaire de tout dire à tout le monde. Il ne s'agit pas de s'exposer sans mesure, ni de demander de la compassion. Il s'agit de parler avec son cœur quand c'est important. Il s'agit de ne pas faire semblant quand quelque chose vous attire. Il s'agit de s'autoriser à être mal à l'aise en sachant que ce mal vous transforme. Car si vous fuyez chaque fois que vous faites le mal, vous fuyez aussi votre croissance. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une honnêteté émotionnelle. Et il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui se connaît, qui se montre et qui se soutient. Car celui qui accepte son ombre n'a plus peur de la lumière. Et celui qui a l'air de ce qu'il est n'a plus besoin de se sentir lui-même. C'est la liberté émotionnelle. Et vous méritez de vivre dans cet endroit, lorsque vous partagez votre expérience réelle, sans prétention, sans chercher l'approbation, quelque chose de magique se produit. Les gens vous écoutent, ils se sentent touchés. Parce que tu ne prétends pas, tu partages. Tu n'apprends pas, tu es. Et dans cette cohérence, il y a plus de savoir que dans 1000 discours vacants. La vulnérabilité bien assumée ne t'éloigne pas, ne t'unit pas, ne te détruit pas, ne t'élève pas. Il n'est pas nécessaire d'être prêt pour se sentir en sécurité. Vous devez être prêt à traverser la vulnérabilité pour atteindre un nouveau niveau de vous-même. Cette peur que vous ressentez n'est pas un signe que vous êtes en danger. C'est une preuve que tu grosses. Le changement sera toujours inconfortable au début, mais c'est le prix de l'évolution. Et chaque fois que vous choisissez de vous exposer à la vérité, vous devenez plus fort à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que s'ouvrir à la douleur, au jeu et à l'incertitude n'est pas prendre, mais entraîner l'âme à se rendre sans perdre sa vertu. Seuls ceux qui acceptent leur vulnérabilité avec dignité peuvent agir avec une véritable force intérieure. N'oubliez donc pas votre vérité. N'oubliez pas vos émotions. N'imaginez pas que le fait d'être meurtri à l'intérieur vous rend inférieur. Au contraire, tu te rends humain, tu te rends réel. Et dans un monde qui vit sur les apparences, c'est un acte de révolution. Embrassez votre vulnérabilité, car seul celui qui s'autorise à ressentir la vérité est prêt à vivre dans la plénitude. Et tu n'es pas ici pour survivre en cachet. Tu es ici pour vivre revivifié, présent et en expansion. Alors montre ton âme et laisse les autres se revivifier en te regardant faire. Enseignement 7. Le corps détecte et réagit au niveau de dioxyde de carbone. Tu sais que ce n'est pas le manque d'oxygène qui provoque ton anxiété, mais l'excès de dioxyde de carbone. Oui, votre corps possède des capteurs internes qui mesurent en permanence le taux de CO2 dans votre sang. Et lorsque ces capteurs détectent une accumulation rapide, une alarme interne se déclenche et réagit automatiquement. Vous avez l'impression de ne plus pouvoir respirer, que tout s'estompe, que vous vous endormez. C'est ce qu'on appelle souvent l'attaque de panique. Et ce qui est curieux, c'est que même si vous respirez,
même s'il y a suffisamment d'oxygène autour de vous, votre corps réagit comme si vous étiez en danger imminent. Car le système nerveux ne fait pas la différence entre une menace réelle et une altération de la chimie. Il réagit simplement. C'est pourquoi de nombreuses personnes sont prises dans des épisodes d'anxiété qui semblent n'avoir aucun sens. Mais ils ont une explication physiologique très concrète. La saturation en dioxyde de carbone active des neurones spécifiques dans votre bière qui vous font ressentir un besoin urgent d'air. La suite, vous la connaissez. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, la tête se remplit de pensées catastrophiques. Et si je m'ennuie? Et si je meurs? Et si ça ne s'arrêtait jamais? En réalité, tout a commencé par une erreur de signal dans le système respiratoire. C'est pourquoi la compréhension de ce mécanisme vous permet de reprendre le contrôle. Car ce que vous comprenez, vous pouvez le réparer. C'est là que la respiration consciente devient votre meilleur allié. Mais attention, il ne s'agit pas de respirer profondément. En fait, de nombreuses personnes hyperventilent pour tenter de s'échauffer. Et ce qu'ils réussissent à faire, c'est d'accentuer le déséquilibre. En effet, en respirant trop rapidement, elles expulsent le dioxyde de carbone aussi vite qu'elles alternent l'équilibre, ce qui ne fait qu'intensifier l'anxiété. Que faut-il donc faire? Il faut d'abord apprendre à mieux tolérer l'accumulation naturelle de dioxyde de carbone. Et c'est ainsi que cela se passe. Il existe des pratiques guidées, telles que la respiration nasale lente, la pause post-expiratoire ou l'exposition graduelle à de petites rétentions qui aident à calmer le système sans le submerger. Il n'est pas nécessaire de se forcer. Il suffit d'apprendre à son corps qu'il n'y a pas de danger, que l'on peut respirer calmement et que ce que l'on ressent n'est pas une menace, mais un signal chimique. La prochaine fois que tu ressens que le panique s'approche, ne lutte pas contre lui. Assieds-toi, ferme les yeux, prends ton attention au nez, inspire lentement et expire lentement. Exhale lentement et expire lentement. Fais-le pendant quelques minutes, sans hésitation, sans attente. Suivez simplement votre respiration, comme celle qui accompagne un enfant épuisé. Votre corps commencera à retrouver son équilibre de lui-même. Vous n'avez pas besoin de médicaments pour chaque crise, si vous apprenez à corriger l'origine physique. Et c'est révolutionnaire, que votre tête ne brille pas, que votre corps n'est pas malade, qu'il réagit seulement à un signal incompris. Votre travail consiste à apprendre patiemment à ce système hypersensible à rester calme, même s'il est soumis à une petite pression. C'est la base d'une véritable maîtrise de soi. Du point de vue stoïcien, la respiration est le pont entre le chaos et la clarté. La contrôler, c'est me gouverner moi-même. Être maître de sa respiration, c'est être maître de soi. Apprendre à respirer n'est pas seulement une technique, c'est une discipline. Et elle ne se contente pas de calmer votre anxiété. Elle améliore aussi votre concentration, votre sommeil, votre énergie, votre approche. C'est l'encre qui vous ramène au présent quand votre tête veut vous entraîner dans l'abîme. Maîtriser sa respiration, c'est, par essence, commencer à maîtriser sa vie. Et pour finir, rappelle-toi que chaque fois que tu sens que tu t'étouffes à l'intérieur, ne cours pas, arrête-toi, respire, observe. Ton corps ne tente pas de te détruire, il tente de te protéger, mais il ne sait pas comment. Apprends-lui, avec amour, avec patience, avec pratique, car personne ne peut te faire peur si tu n'apprends pas à marcher avec lui. Et dans cette marche, votre respiration sera votre épopée invisible. Alors, utilisez-la à bon escient. Leçon 8. La peur et l'anxiété ont des circuits cérébraux communs, mais les réponses sont personnalisées. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce qui vous paralyse n'affecte pas du tout quelqu'un d'autre? Comment se fait-il qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas favorable aux espaces ouverts, alors que d'autres ont seulement peur de parler en public? La réponse se trouve dans votre bière. Car même si nous partageons tous les mêmes circuits pour traiter la peur et l'anxiété, l'amygdale, l'hypothalamus,
Le système limbique, ce qui active ces circuits, est unique chez chacun d'entre nous. Votre peur a un nom, un visage, une origine, et même si vous ne vous en souvenez pas, votre corps s'en souvient. La peur n'arrive pas du tout, elle se construit. Parfois, dans l'enfance, lorsqu'une figure d'autorité vous a élevé, ou lorsque vous avez échoué, au moment où vous en aviez le plus besoin. D'autres fois, elle se construit par la répétition. Une situation inconnue qui a été vue de nombreuses fois devient une menace apprise. Et même si cette menace n'existe plus, votre système nerveux continue à réagir, comme si vous étiez en danger. C'est le trompe-l'œil des peurs irrationnelles. Elles n'ont pas de logique, seulement de l'activation. C'est pour ça qu'il est injuste de se comparer avec les autres. Ils ont leur histoire, vous l'avez aussi. Et dans votre histoire, il y a des marques invisibles qui expliquent pourquoi votre corps tremble dans certaines situations. La bonne nouvelle, c'est que ces schémas ne sont pas gravés dans la pierre. Ils sont inscrits dans les connexions neuronales et ces connexions peuvent changer. Cette peur n'est pas une condamnation. C'est une voix aveugle qui peut être reprogrammée. C'est là qu'intervient le pouvoir de la conscience. Car on ne peut pas changer ce que l'on ne comprend pas. Et si vous continuez à éviter ce qui vous fait peur, votre cerveau n'apprendra jamais que vous n'êtes plus en danger. C'est pour cela que la clé est l'exposition graduelle. Pas de coup, pas avec force. With knowledge, comme celui qui redétruit un enfant blessé. Tu lui montres petit à petit qu'il n'y a pas de menace, qu'il peut être sûr, qu'il n'a plus besoin de réagir comme avant. Oui, parfois ça demande de l'aide professionnelle. Un thérapeute qui vous guide, qui vous soutient dans le processus, qui vous donne des outils pour réparer votre système. Mais la première étape, c'est vous. Vous pouvez dire que ce que vous ressentez a du sens et que vous pouvez le transformer. Vous pouvez également entraîner votre esprit par la pratique quotidienne. Par exemple, face à une situation déstabilisante, observez vos sensations sans jouer. Détendez les tremblements du corps, la tension, la douleur, le nœud dans la peau et restez-y. Ne vous arrêtez pas, respirez. Traversez ce moment sans s'échapper, c'est ce qui reprogramme le système. Une fois et une autre fois. Tant que la bière comprend que « je suis en sécurité », n'essayez pas d'éliminer complètement la peur. Vous n'en avez pas besoin. La peur, dans sa forme réelle, est une protection. Ce que vous voulez transformer, c'est la réaction automatique et disproportionnée qui limite votre vie. Il ne s'agit pas de vous rendre invulnérable. Il s'agit de devenir libre. Libre de ressentir la peur et donc d'aller de l'avant. D'un point de vue stoïque, la peur ne doit pas être éliminée, elle doit être comprise. Il ne faut pas lutter par la force, mais par la raison. La vertu est dans l'action correctement, même en présence de la peur. Et que se passe-t-il quand on commence à l'affronter? Que votre tête s'allège, que votre confiance augmente, que vous découvrez une version de vous-même qui était cachée derrière l'invasion. Une version courageuse et présente de vous-même qui n'a plus besoin d'être perdue. Cette transformation vaut chaque seconde d'inconfort. Car ce que vous gagnez, ce n'est pas seulement la paix, c'est la puissance intérieure. Ta peur n'est pas l'ennemi, c'est une signal. Écoute-le, observe-le, traverse-le. Tu n'as pas besoin d'éliminer, tu as besoin d'éduquer. Et ça, mon ami, c'est ce que fait quelqu'un qui a décidé d'être libre, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Parce que la vraie liberté n'est pas faire ce que tu veux. C'est que rien ne te contrôle de l'intérieur, ni tes pensées, ni tes traumas, ni tes peurs apprises. Et ça, c'est dans ses mains. Commence aujourd'hui. N'échappe plus. Vous êtes plus proche de la paix que vous ne le pensez. L'enseignement neuf, croire en la possibilité, c'est le moteur de tout accomplissement. Avez-vous déjà senti qu'il y avait quelque chose en vous qui voulait aller de l'avant, mais qu'une voix vous disait que vous n'en étiez pas capable? Cette voix qui souffle, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour toi, tu vas faire erreur. Cette voix n'est pas la réalité.
c'est l'écho de vos insécurités. Car ce qui définit si vous allez réussir ou non, ce n'est pas votre talent, ni vos ressources, ni vos circonstances. C'est votre croyance. Si vous ne croyez pas que c'est possible, personne ne pourra vous convaincre. Mais si vous y croyez, avec force, conviction et détermination, cette foi intérieure devient le moteur imparable qui défie l'impossible. Toute réalisation commence par une étincelle invisible, la conviction qu'une réalité peut se concrétiser. Sans cette étincelle, il n'y a pas de mouvement, pas d'action, pas de progrès. Parce que la tête a besoin d'une direction, et cette direction, tu la donnes avec tes pensées. Quand tu crois, tu te lèves plus tôt, tu te fais face à l'inconvénient, tu persévères quand d'autres s'abandonnent. Mais quand tu ne crois pas, même les meilleures opportunités te semblent des menaces. Ce qui change, ce n'est pas le monde, c'est la façon dont tu le vois. Et la plupart des gens ne perdent pas parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Ils perdent parce qu'ils ont abandonné avant de commencer, parce qu'ils ont hésité, parce qu'ils ont été déçus par la peur, par le « et si ça ne marchait pas », par l'opinion des autres. Mais la croyance est un choix. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose que vous décidez de construire de l'intérieur chaque jour, même si vous n'avez pas d'idée préconçue, même si tout s'y oppose. Car la croyance n'est pas une conséquence de l'échec. Elle en est la cause. Oui, bien sûr qu'il y aura des doutes. Bien sûr que tu auras des moments où tu te demandes si tu es fou, si tu perds le temps. C'est normal. Mais c'est là que vient l'entraînement mental. Il faut nourrir sa foi comme on nourrit une plante fragile. Affirmation, visualisation, dialogue interne, tout y passe. Il ne s'agit pas de prouver que tout est parfait. Il s'agit de maintenir le cap quand la voie s'ouvre. Parce que quand la fierté est firme, la peur perd de la force. Il y aura des jours où ton environnement ne t'appuie pas, où personne ne croit en toi. Et c'est là où ta croyance est la plus importante. Parce que si tu ne te soutiens pas toi-même, personne ne le fera. La croyance n'est pas de l'arrogance, c'est de la responsabilité. C'est se dire, ça dépend de moi. Et cette attitude change tout. Car lorsque vous prenez le contrôle de votre tête, vous n'êtes plus victime des circonstances. Vous devenez l'architecte de votre destin. La visualisation n'est pas une simple magie. C'est un outil puissant pour reprogrammer votre système nerveux. Lorsque vous visualisez en détail, votre cerveau commence à se familiariser avec le résultat comme s'il était réel. Ce faisant, l'anxiété diminue, la clarté augmente et une énergie intérieure est activée qui vous pousse à agir avec cohérence. Vous n'imaginez pas pour fuir, vous imaginez pour construire. Les affirmations ne sont pas des phrases hésitantes. Ce sont des déclarations conscientes qui contrecarrent le bruit mental. Ce sont des ancêtres, des souvenirs de qui vous êtes et de ce que vous méritez. Si vous répétez chaque jour que vous ne pouvez pas, votre corps le croira. Mais si vous affirmez fermement que vous le pouvez, votre système commence à réagir avec une énergie différente. Ce n'est pas immédiat, mais c'est puissant. Du point de vue stoïcien, la conviction intérieure doit être guidée par la raison et non par l'illusion. Croire en une possibilité est l'acte le plus rationnel lorsqu'il s'accompagne de vertu, de constance et d'action dirigée. Et c'est là le plus important. Vous n'avez pas besoin que tout le monde croie en vous. Il ne suffit pas de ne pas cesser de croire. Parce qu'au moment où tu te donnes le permis d'avancer, le monde commence à ouvrir des portes que tu ne voyais pas auparavant. Et quand tu tombes, tu ne tombes pas au vide. Tu tombes sur une chaîne faite par ta fierté. C'est pour ça que ceux qui croient, même s'ils s'échappent 1000 fois, s'échappent toujours. Parce qu'ils ne veulent pas d'un résultat. Ils défendent une vision. Alors regardez-moi dans les yeux aujourd'hui et demandez-moi, est-ce que je crois en moi avec la même force que celle avec laquelle j'espère que tout va changer? Si la réponse est non, vous savez par où commencer. Votre tête est le terrain où tout commence. Arrosez votre croyance, protégez-la, pénétrez-la et ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que ce qui ressemble aujourd'hui à un rêve devienne inévitable.
car si vous y croyez, tout est possible. L'enseignement 10. Relisez votre récit ou restez intact. Si vous continuez à répéter la même histoire de douleur, de trahison ou d'abandon, vous serez emprisonné une fois de plus au même endroit émotionnel. Peu importe le nombre de livres que vous lisez, les conseils que vous recevez ou le nombre de personnes qui vous disent que vous pouvez aller de l'avant. Si votre récit intérieur est celui de la victime, tout dans votre vie tournera autour de l'impuissance. Et c'est ce qui te brise à l'intérieur. Pas le passé, mais comment tu choisis de le raconter aujourd'hui. À un moment donné, vous devez décider si vous continuez à porter la version faible de vous-même ou si vous vous reconstruisez avec une nouvelle vérité. Parce que ce qui vous est arrivé, vous ne pouvez pas le changer. Mais ce que vous en faites, c'est de le changer. Oui, et c'est là que tout commence à se transformer. Vous cessez d'attendre que le monde cesse de vous attendre et vous commencez à concevoir un avenir fondé sur la puissance et non sur la complaisance. Ça peut sonner dur, mais c'est la vérité. Personne ne va venir te sauver et tu n'as pas besoin d'attendre ça. Le véritable sauvetage intervient lorsque vous prenez les règles de votre histoire et que vous décidez d'en écrire un nouveau chapitre. Pas à partir de la négation du mal, mais à partir de la reconnaissance de ta capacité de le transcender. Parce que oui, un peu de force vous est arrivé, mais vous êtes aussi plus fort que cela. Si à chaque fois que tu parles de toi, tu te définis par ce que tu as perdu, par ce qu'ils t'ont fait, par ce qui t'a fait mal, alors tu utilises le passé comme excuse pour ne pas avancer. Vous laissez une ancienne version de vous-même continuer à gouverner votre présent. Et tant que ce récit sera vivant, vous serez limité par lui. Parce que vos mots créent votre perception. Et votre perception guide vos actions. Vous n'êtes pas obligé de raconter une histoire parfaite, mais vous pouvez raconter une histoire puissante. Une histoire qui dit « Oui, j'ai tombé, mais je me suis levé ». Une histoire qui déclare « Je n'ai pas été une victime, j'ai appris ». Parce que quelqu'un ne croit pas au confort. Et si vous êtes ici aujourd'hui, en train de respirer, de vous plaindre, de vouloir aller de l'avant, c'est parce que quelque chose en vous est prêt à arrêter de répéter et à commencer à construire. Lorsque vous changez votre récit, tout commence à s'aligner. Votre langage change, votre position change, vos décisions changent. Vous ne demandez plus la permission de briller. Vous n'expliquez plus vos blessures pour justifier vos limites. Vous allez simplement de l'avant, car votre histoire n'est plus celle de ce qu'ils vous ont fait, mais celle de ce que vous avez décidé d'en faire. Réécrire son histoire, ce n'est pas ignorer le passé, c'est choisir le sens que vous lui donnez. Vous pouvez continuer à vous dire que vous avez été béni ou que vous avez été forgé. Le mal vous a visité, oui, mais il vous a aussi donné des outils qui, aujourd'hui, peuvent servir à construire un chemin différent, à condition que vous choisissiez de les utiliser. Du point de vue stoïcien, nous ne louons pas ce qui vient à nous, mais nous l'interprétons et y répondons. Changer le récit, c'est changer la réponse, et avec elle, changer la vie. Je pose donc cette question en toute honnêteté. L'histoire que vous racontez chaque jour vous conduit ou vous libère, vous donne du pouvoir ou vous affaiblit. Parce que si votre histoire est une encre, alors vous devez la dépasser et en créer une qui vous transforme en protagoniste et non en victime secondaire. Et vous n'avez pas besoin d'attendre le succès pour commencer à raconter quelque chose de différent. Commencez maintenant, aujourd'hui, même si c'est avec une phrase, même si c'est seulement avec le langage que vous utilisez vous-même. Changez-la, remplacez « je ne peux » par « je suis en train d'apprendre ». Personne ne m'entend, par « je me découvre », tout me passe à moi, par « je choisis comment répondre ». Car une fois que vous écrivez votre histoire, vous écrivez aussi votre destin. Vous n'êtes plus la scène d'un personnage vif. Vous prenez le crayon, vous grattez la page et vous écrivez à partir de rien. Non pas pour imiter, mais pour recréer. Alors cessez de raconter ce que vous avez fait et commencez à montrer ce que vous avez choisi d'en faire. C'est là que commence ta vraie liberté. C'est là que commence le vrai toi. L'enseignement 11.
Sois émotionnellement immune. Tue son contrôle sur toi. Si quelqu'un peut contrôler comment tu te sens avec seulement une parole, une regardée ou une absence, tu n'es pas en contrôle de ta vie. Vous êtes en train d'être manipulé émotionnellement sans vous en rendre compte, car la vraie liberté ne consiste pas à vous faire ressentir ce que vous voulez, mais à ressentir ce que vous décidez de ressentir, et non ce que d'autres vous font ressentir. Et si vous ne renforcez pas votre noyau intérieur, chaque opinion, chaque rejet, chaque geste d'indifférence vous éloignera de votre centre. C'est comme ça qu'on ne vit pas, c'est comme ça qu'on survit. Et tu n'es pas là pour survivre. Vous êtes là pour dominer votre monde intérieur et vous transformer en quelqu'un qui est émotionnellement immunisé. Et qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas être froid, ce n'est pas cesser de ressentir, ce n'est pas devenir insensible. Au contraire, c'est ressentir profondément, mais sans que cela ne vienne troubler votre espièglerie. C'est voir clairement quand quelqu'un veut vous manipuler avec de la culpabilité, de la douleur ou des promesses hésitantes et ne pas céder. C'est savoir que l'on peut comprendre les critiques sans les transformer en blessures, que l'on peut être ignoré sans devenir insécurisé, que l'on peut être provoqué tout en choisissant sa réponse. L'immunité émotionnelle naît, elle ne naît pas avec vous, et elle commence le jour où vous décidez que quelqu'un d'autre n'aura pas ce pouvoir sur vous, vous, que vos émotions ne sont pas des jouets avec lesquels les autres peuvent s'amuser. Ce jour-là, quelque chose change en vous, vous cessez de réagir et vous commencez à choisir, vous cessez de rechercher l'approbation et vous commencez à vous respecter. Et ça, crois-moi, c'est noté. Ta énergie devient plus sobre, plus claire, plus firme. Tu n'as plus besoin d'expliquer autant. Tu n'as plus besoin d'essayer autant. Ta présence parle pour toi. Il y a des personnes qui prouvent tes limites tout le temps, qui cherchent un bouton émotionnel qui leur permet d'avoir le contrôle sur toi. Et s'ils le trouvent, ils l'utiliseront. C'est pour cela que tu dois te rendre imperméable à ce genre d'énergie. Non pas avec rage, mais avec clarté. Non pas avec fierté, mais avec une structure intérieure. Apprendre à dire « ça ne me touche pas, ça ne m'appartient pas, ça ne me définit pas ». C'est la base d'un esprit invincible. Et si vous voulez que cela devienne une réalité, vous devez être à l'écoute de votre environnement. Qui est en mesure de nettoyer votre énergie? Qui a accès à vos émotions et les limites? Quelles sont les conversations qui vous font déraper? À quelle situation réagissez-vous en sachant qu'elle vous déstabilise? Vous ne pouvez pas être émotionnellement fort si vous continuez à permettre à la toxine de vivre dans votre espace. Il y a des choses qui ne se combattent pas, qui se poursuivent, silencieusement, fermement, sans ressentiment. Il ne s'agit pas d'éliminer tout le monde. Il s'agit de filtrer ce qui entre dans votre tête, car chaque interaction laisse une trace. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous êtes contaminé par les émotions des autres. C'est pourquoi vous devez vous protéger chaque matin avec intention pour vous rappeler qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne tolérerez plus. C'est l'armure invisible de la personne émotionnellement forte. Ils n'ont pas besoin de créer leur pouvoir. Il suffit de le soutenir. D'un point de vue stoïque, rien de ce qui vient de l'extérieur ne doit perturber votre équilibre intérieur. Si quelque chose peut vous perturber, c'est que vous n'avez pas suffisamment renforcé votre raison ou votre jugement. Choisissez donc bien ce qui vous touche, parce que tu décides ce qui te permet d'entrer. Quelqu'un vous ignore. Et tu décides si tu le prends comme un rejet ou comme une libération. Quelqu'un vous provoque. Et tu décides si tu réagis ou si tu observes. Quelqu'un te tue. Et tu décides si tu restes brisé ou si tu grosses à partir de ça. Tu n'as pas à te transformer en pierre, mais en roche firme, que tu ressentes, mais qui ne se brise pas par n'importe quel vent. Et quand tu arrives à ce point, tout change. Tu n'appelles plus l'attention. Tu ne te débrouilles plus par critique. Tu ne te réduis plus pour t'adapter. Parce que tu sais qui tu es. Et celui qui sait qui il est n'a pas besoin de s'adapter ou de se laisser adapter.
il a une paix qui ne dépend pas des autres. Et c'est là le vrai pouvoir. Être propriétaire de toi. Alors si vous voulez vraiment transformer votre vie, commencez par là. Prenez le contrôle de vous-même. Et reprenez le contrôle de vous-même. Enseignement 12. L'illusion du contrôle est la source de grandes souffrances. Combien de fois as-tu dit que ça ne devait pas se passer? Combien de fois t'es-tu senti anxieux parce que les choses ne se passaient pas comme tu l'avais prévu? Je te comprends. Ce sentiment de vouloir tout contrôler, d'anticiper chaque détail, de s'assurer que personne ne vous arrête, que rien ne change, c'est addictif. Mais c'est aussi l'une des plus grandes sources de souffrance qui soit. Car le contrôle absolu est une illusion. Et plus on s'y attache, plus on est frustré, fatigué et anxieux. Notre esprit veut de la sécurité, des garanties, de la certitude. Mais la vie n'est pas faite pour cela. Le changement est inévitable. Les gens changent. Les circonstances changent. Vous êtes vous-même en constante transformation. Alors pourquoi continuer à vous attacher à tout comme s'il s'agissait d'une structure fixe? C'est comme essayer de tenir de l'eau dans ses mains. Plus vous essayez de la forcer, plus elle disparaît rapidement. Et c'est ainsi qu'on la contrôle. Plus on est obsédé par l'idée de l'avoir, plus on s'en va. Le problème n'est pas la planification. La planification est utile. Le problème est de s'en tenir au plan comme si c'était la seule façon valable de vivre. Car lorsque la réalité échappe à tout contrôle, lorsque quelque chose d'imprévu se produit, vous entrez en crise. Et cette crise n'est pas causée par l'événement lui-même, mais par votre résistance mentale à l'accepter. C'est la rigidité qui rend timide, pas le changement, mais ta lutte contre lui. Vous savez que lorsque vous êtes obsédé par l'idée de tout contrôler, votre corps l'interprète comme une menace. Les neurosciences ont montré que cette fixation sur la maîtrise de chaque résultat active une réponse de stress chronique, augmentant les niveaux de cortisol. Et ce cortisol ne vous rend pas seulement paisible, il vous rend malade. Il vous rend lucide. Il vous envoie de l'énergie. C'est pour cela que tu te sens fatigué après un jour où rien n'est pas comme tu voulais. Ce n'est pas la situation. C'est votre tête attachée au scénario qu'elle a écrit et que la réalité a décidé d'ignorer. Alors que faire? La première chose est d'observer, de réaliser. Où es-tu en train de contrôler plus la compte? Qui essayez-vous de changer? Quels résultats cherchez-vous à obtenir? Car passer le contrôle ne signifie pas renouveler. C'est libérer des résistances inutiles. C'est cesser de mettre de l'énergie dans ce qui ne dépend pas de vous et la rediriger vers ce que vous pouvez transformer. Votre attitude, votre approche, votre réponse. Entraînez-vous à libérer. Ce n'est pas facile, mais on y arrive. Chaque fois que quelque chose va au-delà de ce que vous attendiez, au lieu de vous frustrer, respirez. Arrête-toi. Demande-toi. Est-ce que c'est sous mon contrôle? Si la réponse est non, ne te bats pas. Adapte-toi. Trouve une nouvelle voie. Le contrôle rigide vous bloque. La flexibilité vous donne le pouvoir. Car, pendant que d'autres attendent que tout revienne à sa place, vous avancez en créant de nouveaux chemins. Et cela te transformera en quelqu'un de résistant. Quelqu'un qui ne se fâche pas quand les choses changent. Quelqu'un qui n'a pas besoin que tout soit parfait pour rester calme. Car la vraie force n'est pas de dominer l'environnement, mais de dominer la réaction. Pas en empêchant le chaos, mais en apprenant à danser avec lui. D'un point de vue stoïcien, nous ne contrôlons que nos intentions, nos jeux et nos actions. Tout le reste est extérieur et s'y attacher est de l'esclavage mental. La liberté commence là où s'arrête le désir de contrôler l'incontrôlable. Regarde autour de toi. Qu'essayez-vous de forcer aujourd'hui? Quelle est la situation à laquelle vous êtes confronté parce qu'elle ne se déroule pas comme vous le souhaitez? Et si tu laissais simplement? Et si tu pensais que tu pouvais t'adapter même si les choses s'éloignent? Ça ne te rend pas faible,
Ça te rend sage, parce que tu n'essaies plus de contrôler l'océan. Tu apprends à naviguer. Alors la prochaine fois que la vie t'étonne, t'étonne. Au lieu de résister, ouvre les bras, reçois-le, ajuste les épaules. Tu n'as pas à avoir tout sous contrôle pour avancer. Tu n'as qu'à t'en tenir. Et si tu t'en tiens, ferme, consciente, présente, alors tout ce qui vient sera une partie du voyage, pas une menace. Rappelle-toi ça. La paix n'arrive pas quand tout est sous contrôle. Elle arrive quand tu n'as plus besoin de contrôle pour être en paix. C'est là que commence ta vraie liberté. L'enseignement 13. L'ardeur de l'attachement détruit la calme de l'esprit. La plus tu t'attaches, la plus tu souffres. Cette personne, cet objectif, cette image que tu as de toi-même, la plus tu t'identifies avec ça, la plus fragile tu deviens. Parce qu'au moment où elle change, s'enflamme ou s'enflamme, tu as l'impression d'en être fier. La flamme de l'attachement brûle lentement, mais consume toute votre paix mentale. Et le pire, c'est qu'on la confond souvent avec l'amour, avec la passion, avec l'identité. Alors qu'en réalité, c'est une chaîne invisible qui nous conduit à la souffrance. Il ne s'agit pas de ne pas vouloir aimer, d'arrêter de rêver ou de devenir indifférent. Il s'agit d'apprendre à vivre sans dépendre, à aimer sans posséder, à agir sans être obsédé par le résultat. Car l'attachement n'est pas de l'amour, c'est de la nécessité déguisée. Et tout ce dont vous avez besoin avec désespoir a un pouvoir sur vous. Il vous contrôle, vous manipule, vous déséquilibre. Et toi, tu n'es pas né pour être à la merci de l'extérieur. Tu es né pour trouver le centre à l'intérieur de toi. Vous sentez-vous anxieux de ne pas recevoir de réponse? Frustré parce que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu? Vacillé quand quelqu'un ne valide ce que tu as fait? C'est là que ton attachement parle. Chaque expérience non conforme ne dure pas pour ce qui s'est passé, mais pour ce que tu as dit qu'il devrait se passer. Le problème n'est pas dans l'autre ou dans le monde. Il est dans le scénario mental que vous avez écrit vous-même et que vous avez refusé de libérer. C'est la raison de l'épuisement émotionnel. Nous vivons avec des milliers de micro-attentes, avec le besoin constant que l'autre dise quelque chose, fasse quelque chose, confirme quelque chose, avec l'urgence que nos plans se réalisent comme prévu, avec la peur de perdre ce que nous pensons être. Et tout ça, c'est l'attachement. Tout ça, c'est la friction contre la réalité. Et la friction dépasse. Ce qui est curieux, c'est que la science le confirme déjà. Des études sur les pratiques d'attachement ont montré que ceux qui s'engagent dans la libération consciente réduisent de manière significative les niveaux de stress, d'anxiété et même de dépression. L'attachement n'est pas une déconnexion, c'est une clarté. C'est voir les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on voudrait qu'elles soient. C'est agir avec engagement, mais sans émotion d'asservissement au résultat. Et ça, mon ami, c'est la paix. Alors, comment l'applique-t-il? Commencez par observer. Qu'est-ce qui vous empêche d'être calme lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu? Où as-tu plus peur de perdre? Quelles sont les choses que vous ne pouvez pas faire sans avoir l'impression de vous dévaloriser? Voici vos points d'attache, et vous n'avez pas besoin de tout passer en même temps. Commencez par une petite chose. Arrête de contrôler une conversation. Permettez à quelqu'un de penser différemment sans que cela ne vous affecte. Arrêtez que quelque chose ne soit parfait et observez. Vous n'allez pas vous déconsidérer. Au contraire, vous sentirez que quelque chose en vous se libère. Et c'est le cadeau de l'attachement. Vous vous sentez plus léger, plus présent, plus vrai. Vous ne réagissez plus par nécessité mais par choix. Tu ne suppliques plus l'amour, tu le partages. Vous ne vous définissez plus par l'achat, vous vous définissez par la cohérence. Et cela transforme tout, car votre énergie n'est plus dispersée pour tenter de la soutenir. Elle est concentrée sur la vie dans la vérité. Dans la vision stoïcienne, l'attachement est une forme de dépendance qui renouvelle la raison.
Seul celui qui peut perdre sans sombrer est vraiment libre. Et quand tu commences à vivre d'ici, quelque chose change dans ton regard. Il n'y a plus d'angoisse. Il n'y a plus d'anxiété. Il n'y a plus d'obsession. Il n'y a plus de direction. Il n'y a plus de peur constante. Il y a une confiance silencieuse parce que tu sais que rien d'extérieur ne peut te donner ce que tu cultives alors à l'intérieur. La paix, l'objectif et la présence. Alors lâche tout, pas tout, mais ce qui te consume. Il lave le devoir d'être. Il faut que ça passe. Je ne peux pas vivre sans ça. Parce que tu peux. Et quand tu le fais, tu respires différemment, tu marches différemment, tu vis différemment. Et là, juste là, commence ta vraie liberté. Comme si ton énergie se divisait en milliers de morceaux. Et quand ça se passe, tu ne décides pas, tu réagis. Tu arrêtes de diriger ta vie pour te transformer en esclave immédiat. Chaque fois que tu laisses une notification interrompre ton pansement profond, tu entraînes ton cerveau pour être faible. Chaque fois que tu passes d'une tâche à l'autre, sans en terminer aucune, tu perds ta précision. Et le pire, c'est que cela affecte non seulement votre productivité, mais aussi votre estime de soi. Car vous terminez la journée avec le sentiment d'avoir été occupé, mais sans avoir avancé sur les choses importantes. Et tu sais que c'est le plus triste, que nous nous habituons à vivre ainsi, dans un bruit constant, dans un état d'alerte qui ne s'éteint jamais, se laisser distraire d'une distraction à l'autre comme si c'était normal. Mais ce n'est pas le cas. Le cerveau humain n'a pas été créé pour être séparé toute la journée. Il a besoin de profondeur, il a besoin de silence, elle a besoin d'un focus. Et si tu ne le donnes pas, personne ne le fera. La première chose à comprendre, c'est que le focus ne se trouve pas. Il se protège lui-même. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît simplement lorsque vous avez l'impression de travailler. C'est quelque chose que vous construisez en éliminant ce qui vous motive. Et ça commence par te poser une question clé. Qu'est-ce qui attire mon attention? Parce que l'énergie mentale est limitée. Et si on l'exploite superficiellement, on n'aura jamais la force d'aller à l'essentiel. Éteins ce qui ne t'apporte pas. Faites taire les notifications. Cliquez sur les boutons. Ordonnez votre espace. Bloquez le temps. Et surtout, créez des environnements où votre tête comprend que vous travaillez maintenant. Nous créons maintenant. Nous construisons maintenant. Ce n'est pas facile au début. Vous serez anxieux. Vous aurez envie de consulter votre téléphone. Mais si vous résistez, si vous entrez, si vous soutenez, quelque chose de magique se produit. Vous reprenez le contrôle de votre tête. Et quand ça arrive, tu te rends inarrêtable, parce que tu n'es plus dispersé, tu es présent, tu ne réagis plus. You lead. Tu ne te remplis plus de choses urgentes. Vous vous concentrez sur ce qui est vraiment important. La productivité n'est plus un objectif. Elle devient une conséquence naturelle de votre approche. Et ce sentiment de contrôle, de progrès réel, de maîtrise mentale, n'a pas de prix. D'un point de vue stoïcien, maîtriser l'attention, c'est maîtriser la volonté. Le sage ne se laisse pas attirer par les distractions banales, parce qu'il connaît la valeur de son énergie et la finalité de son temps. Personne ne va faire ça pour toi. Personne ne va protéger votre démarche à votre place. C'est ta responsabilité. Parce que chaque fois que vous affrontez ce qui n'est pas nécessaire, vous reprenez ce qui vous transforme vraiment. Et si aujourd'hui vous ne pouvez même pas vous concentrer pendant 10 minutes sans consulter votre téléphone, vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas d'une déficience permanente. C'est un signal que vous devez comprendre. Commencez par de petites tranches de temps, 10, 15, 20 minutes, sans interruption. Puis passez à 30, 45 minutes. Faites-le tous les jours. N'attendez pas de vous sentir motivé. Faites-le comme un acte de discipline, comme un acte de respect envers vous-même. Parce que chaque minute où vous vous déconnectez de ce qui n'est pas nécessaire, vous vous connectez à votre pouvoir. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent,
ne réside pas dans l'intelligence, mais dans la capacité à se concentrer lorsque le monde réclame de l'attention. Transformez-vous donc en quelqu'un qui choisit sa concentration, qui garde son énergie comme de l'or, qui ne se laisse pas distraire par le bruit. Votre tête peut être un outil de création ou un champ de distraction. C'est vous qui décidez ce que vous en faites. Mais souviens-toi de ça. Chaque minute que vous passez à vous distraire est une minute que quelqu'un d'autre a utilisée pour vous passer sous silence. Protégez votre concentration et vous retrouverez votre pouvoir. L'enseignement 15 ajuste votre mentalité lorsque les choses ne vont pas assez bien pour que vous puissiez garder le contrôle. C'est lorsque tout semble s'effondrer que votre pouvoir se révèle. Pas dans les jours faciles, pas quand tout va bien, pas quand le monde est entre vos mains. Le véritable domaine mental apparaît lorsque les plans sont bouleversés, lorsque les portes se ferment, lorsque la réalité contredit vos attentes. C'est là, dans ce moment cruel, où tu as deux options. Vous avez deux options. Soit vous réagissez comme vous le faites toujours, soit vous ajustez votre mentalité et vous vous élevez au-dessus du chaos. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais vous pouvez toujours contrôler ce que vous en faites à l'intérieur de vous. Et c'est ton vrai domaine de bataille. Ce n'est pas le monde, c'est ta tête. Parce que la tête ne change rien, l'enragement n'arrange rien. L'apitoiement ne fait que vous mettre en colère. Mais lorsque vous apprenez à vous arrêter, à respirer, à observer et à vous réorienter, quelque chose de puissant commence à se produire. Vous reprenez le contrôle. La plupart des gens paniquent lorsque quelque chose va mal. Ils pensent à ce qu'ils ont perdu, à ce qui ne s'est pas passé, à ce qui aurait dû se passer. Et dans ce dialogue mental, elles se dépassent. Mais toi, tu n'es pas là pour dépasser ton énergie dans ce que tu ne peux plus changer. Vous êtes là pour transformer chaque pas en direction, chaque perte en objectif, chaque obstacle en force. La prochaine fois que quelque chose ne se passera pas comme vous l'aviez prévu, ne vous demandez pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Ce petit tour dans votre esprit change toute votre énergie. Vous êtes en mode victime et vous êtes en mode leader, parce que vous n'êtes plus en difficulté. Vous créez des solutions par la clarté et non par la réaction. Et il ne s'agit pas seulement d'un conseil en motivation. Les neurosciences le confirment. Lorsque vous choisissez consciemment de réorienter votre pensée dans des situations défavorables, vous réduisez l'activation de votre système de stress et activez les zones du cerveau responsables de la réflexion, de la prise de décision et de la résilience. Ce n'est pas de la magie. Il s'agit d'un entraînement mental. Et vous pouvez le faire tous les jours. Comment l'appliquer ? Commencez par reconnaître le moment exact où votre esprit a envie de sombrer dans l'abîme. Vous le remarquerez. Cette vague de pensements négatifs, cette sensation de frustration. Quand elle arrive, arrête. Littéralement. Respirez. Demande-toi. Qu'est-ce que je peux contrôler maintenant ? Parfois, c'est ton attitude. Parfois, ce sont les prochaines étapes. Parfois, c'est simplement ta respiration. Et ça suffit pour changer d'avis. Évalue ensuite. Qu'avez-vous appris ? Que pouvez-vous faire différemment ? Quelle opportunité se cache dans ce que vous n'attendiez pas ? Parce que oui, peut-être que le plan ne sortait pas comme tu le voulais. Mais peut-être qu'il t'appuie sur quelque chose de mieux. Quelque chose que tu n'avais pas considéré. Mais si vous vous concentrez uniquement sur la perte, vous ne la verrez jamais. Le stoïcisme nous montre que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Changer notre interprétation, c'est reprendre le contrôle. Il n'est pas nécessaire que la réalité nous accompagne. Il faut apprendre à s'adapter avec vertu et force à la réalité, quelle qu'elle soit. Et je te le répète, ce n'est pas nier ce qui se passe. Ce n'est pas fingir que tout va bien. C'est regarder la difficulté face à face et dire « je ne vais pas perdre mon centre pour ça ». C'est décider que tu es plus fort que la circonstance parce que tu l'es. Tu n'as qu'à te le rappeler quand tu en as le plus besoin. Et à chaque fois que tu le fais,
Tu deviens plus résilient, plus clair, plus capable. Pas parce que tu ne te sens pas, mais parce que tu ne permets pas que les émotions gouvernent tes décisions. Vous ne réagissez plus, vous choisissez, et c'est là le plus grand acte de pouvoir personnel que vous puissiez accomplir. Alors, la prochaine fois que tout semble aller de travers, ne vous inquiétez pas. Adaptez votre mentalité. Utilisez l'adversité comme un miroir qui vous montre votre évolution. Ne la considérez pas comme une menace. Voyez-la comme une occasion de vous améliorer d'une manière que vous n'auriez pas pu atteindre dans le confort. Car ce que vous construisez au milieu du chaos devient inévitablement une partie de vous. Et ce vous qui refuse de réagir est celui qui transforme votre vie de l'intérieur. Si vous êtes arrivés ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que quelque chose d'intérieur de toi est déjà en train de se réveiller. C'est déjà en train de demander ce contrôle mental qui t'appartient. Félicite-toi sérieusement. La majorité se rend avant d'arriver au bout. Mais vous êtes là, et cela en dit long sur votre volonté de changer. Maintenant, renforcez-la. Commente à nouveau « Je suis stoïque ». Qu'il soit tatoué sur votre tête, que vous vous souveniez à chaque fois que vous le lisez, que vous êtes sur le chemin de votre meilleure version. Et si ce contenu vous a apporté de la valeur, likez, abonnez-vous et activez-le. Alors, continuons à grandir ensemble, avec plus de force, plus d'approche et plus de maîtrise mentale.